Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle qu'est-ce qui restera de vous après votre mort, qu'est-ce que vous avez créé dans votre vie qui va être éternel. Alors, je vous explique le concept, le pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, si chaque personne sur Terre, au moins une fois dans sa vie, crée quelque chose qui est inaltérable dans le temps, la génération d'après s'enrichira de quelque chose qui plaît, qui est parfait, qui garde sa valeur et qui ne demandera pas un travail à nouveau à refaire. Et si chaque génération fait ça, même une seule fois dans sa vie, alors si elle fait un grand nombre de fois, ça va créer beaucoup plus de richesse forcément. Mais si vous le faites au moins une fois dans votre vie, une chose durable qui ne s'altère pas, que vous pourrez retrouver dans 1000 ans, ça va créer de la richesse. Et c'est même le concept, et le concept même de la base de l'enrichissement des civilisations. Si vous ne faites pas ça, il n'y a aucune possibilité d'enrichissement des civilisations. Je dirais que le minimum pour enrichir une génération, c'est au moins 200 ans de durée de vie. C'est le minimum pour créer un enrichissement. Le problème, c'est qu'il va tous les 2 cycles de vie, il va falloir recommencer à faire ce travail parce que ça sera altéré. Donc, il faut viser plus haut, il faut viser 1000 ans. Parce que le temps qui ne va pas être utilisé pour refaire des choses qui se sont altérées sera utilisé pour créer de nouvelles choses. Et donc, ça fait avancer la civilisation. Si on ne donne pas un héritage durable, de qualité à la génération suivante, il n'y a aucune possibilité. C'est pour ça que la société actuelle basée sur le consumérisme, la TVA et nourrir des administratifs et avoir des produits de faible durée de vie ou à durée de vie volontairement réduite, ça ne peut pas créer la richesse. Ça peut créer que la pauvreté. Et ça provoquer la pauvreté de l'instant présent et de l'instant futur. Sachant que vous allez vous réincarner, autant vous dire que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que plus il y a de travail, plus il y a de souffrance, plus on tourne en rond et plus on fait du surplace. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin que ce simple concept de l'égoïsme où on ne gère que le moment présent. On se dit de toute façon à la fin de sa vie c'est foutu. Et ça finit toujours mal. Faut pas raisonner comme ça. C'est vraiment une vraie erreur de raisonnement. Alors je vais vous montrer des exemples, parce que c'est facile à dire, mais il faut vous montrer des exemples pour que vous compreniez comment c'est possible dans votre vie de créer quelque chose qui va perdurer. Et c'est pas forcément des objets physiques. C'est des principes et des concepts. Alors les objets physiques, s'ils sont bien conçus, s'ils sont beaux et s'ils sont utiles, ils auront la probabilité de durée de vie la plus élevée. Si c'est des concepts moins matériels, il va falloir vachement bien penser le truc pour que les générations aient envie de le faire perdurer, ce principe. Et je vais vous montrer aussi, je vais vous dire quelques exemples aussi sur des systèmes éternels immatériels. Voilà. Donc alors je vais d'abord vous montrer le matériel, c'est le plus simple. Donc je vais changer d'écran, on va essayer de passer comme ça. Et alors, voilà, j'ai créé ça. Alors avec un petit poste à souder acheté à l'époque 100 € je crois, à peine. Enfin un premier prix ou un deuxième prix. Soudure à la baguette, inox 304. Et j'ai récupéré, on va dire, j'ai récupéré des matières premières à la déchetterie ou dans les bacs d'usine. Quand on travaille dans l'industrie, il y a toujours des trucs dans les poubelles à récupérer, des non-conformités ou des choses comme ça. Donc vous avez cette barre là qui est une barre en inox qui fait 20 par 20, plein, c'est du plein. Donc vous pouvez pas le tordre à la main. Je l'ai tordu moi-même. J'ai pas de cintreuse ni quoi que ce soit. De mémoire, je l'ai pas fait à la cintreuse. On peut toujours acheter une petite cintreuse pas chère, hydraulique. J'en ai acheté une d'ailleurs. Je l'ai peut-être fait à la cintreuse celui-là. Ouais, c'est possible. Cintreuse 16 tonnes. C'est un vérin.
Ouais, parce que c'est raide un peu hein, quand même à terdre. Mais on peut quand même... Ouais, pourtant je me souviens avoir tordu ça autrement. Parce que la barre elle faisait 2 mètres. Et en fait entre 2 arbres vous pouvez arriver à le tordre. Si la barre est longue. Ou dans un étau qui est bien solidement fixé à son étau. C'est possible de le tordre à la main. Mais je crois qu'il a été fait à l'hydraulique celui-là. Alors en fait... et ensuite j'ai soudé. Tout le tour. Et j'ai rajouté un morceau. J'ai fait des formes. J'ai mis de l'esthétisme. Et le plat, là, bah, ça par contre je l'ai cintré à l'étau. À la main, c'est du 4 mm d'épaisseur par 20. Et on arrive à le cintrer à la main. Il n'y a pas besoin de le faire à chaud. Et la structure sur laquelle elle est faite, je dirais, un enfant qui fait des conneries, il peut s'accrocher dessus, suspendre, il va pas le tordre. Donc c'est inaltérable. Voilà. Ça résiste au vandalisme, aux bêtises des enfants, peu importe. Ça résiste à la tempête, au cyclone, à tout. La cloche, c'est une cloche de bateau en bronze qui a été chromée, si bien que sa résistance à la corrosion est très élevée. Sachant que déjà le bronze, ça dure très longtemps. C'est une cloche de bateau, donc vous l'entendez, c'est la sonnette d'entrée en fait. Parce qu'une sonnette d'entrée électronique, ça tombe en panne rapidement. Et le jour où il n'y aura plus assez de ressources, de métaux rares ou de matières premières, ou que l'extraction minière coûtera beaucoup trop cher, bah, l'électronique, ça risque de disparaître. Hein. Enfin, ça coûtera tellement cher qu'on aura du mal à renouveler la technologie régulièrement. Et puis une sonnette qui dure toute sa vie, 100 ans, déjà, c'est un exploit si ça fonctionne. Hein. Alors ça, c'est beaucoup plus durable. Hein. Là, dans 1000 ans, on revient, c'est toujours là. Hein. L'écrou ici, il a été collé, c'est serré très fort, donc il faut penser aussi à la notion de vol. Ça fait partie de tout ce qui est dégradation volontaire, le vol. Si vous dispersez les éléments, vous perdez l'intérêt. Donc en fait, c'est fait pour être indémontable, c'est collé, et c'est collé à vie. Hein. Et donc voilà, vous avez un exemple. Et le poteau ici qui soutient cette cloche de porte d'entrée, bah, il est en inox aussi. Si bien que jamais il y aura de raison de démonter ça du poteau. Et puis quelqu'un qui a un poteau d'inox en clôture d'entrée de sa propriété, bah, il est vachement content. Hein. Il n'a pas envie de le remplacer par un truc qui tient pas le coup. Et en plus, ça va plus loin que ça. C'est que disons qu'il y a des mouvements de terrain. Et que le poteau, il est amené à bouger. Quand bien même il est scellé dans le béton, un béton, ça peut se fissurer en deux, il peut y avoir des mouvements de terrain. Et ben, ce tirant qui est ici, il est réglable. Vous pouvez serrer et desserrer les boulons en bas, c'est caché dans la terre, mais c'est pas bien compliqué de le découvrir. Et en serrant et en desserrant, vous pouvez jouer sur l'angle du poteau. Voilà, et vous pouvez régler. Si bien que le système, il est inaltérable dans le temps, même quand bien même le sol va bouger. Bon, le portail, lui, il est en aluminium. Lui, il est durable peut-être 200 ans maximum. Voilà, donc, parce que c'est de l'aluminium anodisé. L'aluminium anodisé, ça a du mal à franchir les 200 ans, hein, je vous le dis. Après, ça commence à se corroder. En plus, c'est des articulations qui sont pas faites dans de la super qualité. Ça peut se rompre dans le temps. Enfin, il peut y avoir un véhicule qui tape. Enfin, ce sera le portail qui va prendre, c'est clair. Donc voilà, ça c'est un exemple matériel qui fait que c'est beau, ça a une utilité. Hein, c'est pas un objet beau qui plus tard les gens vont le trouver moins beau, etc. C'est un objet esthétique, ça a une utilité. Et c'est fixé ça résiste au vandalisme, et c'est fixé sur un endroit qui est censé être robuste. Évidemment, s'il y a un gros tracteur qui défonce tout, ça va être difficile. Mais la personne a envie de le démonter et puis de le récupérer pour le mettre ailleurs parce que c'est un bel objet. Donc voilà un exemple où vous avez la fonction sonnette d'entrée qui est remplacée par un concept architectural, beau, fonctionnel. Voilà, donc chacun a ses idées, hein. Moi c'était mon idée à moi, mais vous pouvez avoir d'autres idées. Voilà. Donc, l'inox, ça reste le matériau qui, quand il est fait pour être robuste et utile, il est inaltérable. Donc tous les gens qui ont fait des ferronneries d'art en acier, c'est un calvaire. Faut les décaper, faut les dérouiller, faut les repeindre, sachant que la peinture, ça pollue, ça tombe dans le sol.
Enfin, c'est fait avec des oxydes de titane souvent, enfin, pour avoir du blanc bien blanc. Enfin, c'est travailler, faire de la merde, quoi. Et ne penser que pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire à une vision dans le temps qui est pas plus loin que sa vie, quoi. Et même dans sa vie, il va falloir le repeindre le portail plusieurs fois, hein, en ferronnerie d'art. Et puis à un moment donné, vous allez en avoir marre de le repeindre et de travailler, et puis il va passer à la benne, où il va être revendu, et puis il finira tout rouillé, et il partira en poussière. Et puis il sera remplacé par un plus moderne, où il y a moins d'entretien, et puis... et puis qui aura une durée de vie un peu plus élevée, mais tout ça, c'est du travail à ne rien faire. C'est-à-dire, si j'avais fait en plus un portail en ferronnerie d'art avec une partie suffisamment masquée pour pas qu'il y ait des gens qui disent « Ah ouais, moi, il me plaît pas le portail parce qu'on me voit, etc. » Donc, essayez de penser tous les concepts de toutes les personnes et pas uniquement vos concepts à vous. Eh bien, si j'avais été plus loin et fabriqué un portail en inox avec... alors, c'est beaucoup plus de travail, là. Là, c'est pas juste un bricolage. Là, ça va beaucoup plus loin. Donc, ça, j'ai pas fait, parce que c'était un travail énorme, mais des gens qui sont dans le métier de l'inox et qui soudent tous les jours, ils peuvent avoir envie de le faire, voilà. Et puis, qui récupèrent de la ferraille régulièrement, parce que c'est quand même plus conséquent. Là, ça va pas coûter très cher, hein. Enfin, la cloche, enfin là, c'est récupéré. Après, si vous comptez tout compris, y compris le matériel de soudage, de cintrage, plus la cloche, etc., effectivement, si vous faites la somme de tout, c'est plus cher qu'une petite sonnette électronique qui dure pas. Mais là, je viens de créer de la richesse éternelle. Donc ça va garder sa valeur dans le temps, et c'est inaltérable, voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc je vous demande pas de tout faire comme ça dans la vie, parce que, évidemment, il va falloir que vous soyez richissime, mais... je pense que tout le monde peut le faire un peu et en bénéficier dans la génération précédente, dans la génération suivante. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, ça va être... Alors ça, c'est un peu hors sujet, hein. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, je vais vous montrer le papillon militaire. Voilà. Le camouflage militaire, eh ben, il a été inspiré des papillons. Voilà. Vous le voyez pour de vrai. J'ai été très surpris moi-même quand je l'ai vu. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous parler d'autres exemples qui pourraient vous inspirer. Alors, des concepts immatériels. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et qui me tenait à cœur. Et j'ai réfléchi à tous les paramètres qui faisaient comment on fait pour faire un concept éternel immatériel qui dure dans le temps. C'est-à-dire, les gens reprennent votre idée et l'entretiennent. Et font perdurer cette passion, on va dire. Donc par exemple, vous avez celui qui a inventé le vélo, c'est un concept. Et c'est un concept qui est tellement bien, tellement génial, qu'il est repris depuis des générations. Vous avez beau avoir les nouvelles trottinettes électriques, les vélos électriques, les machins, les vélos non électriques se vendent toujours. Il y a toujours un intérêt à utiliser, parce que c'est sympa, voilà, ça vous fait circuler le sang, vous promenez, vous pouvez faire beaucoup d'efforts comme vous pouvez ne pas en faire beaucoup. Ça s'adapte vraiment à tous vos besoins, quoi. Et donc dans le concept du vélo, vous avez, pour transmettre dans les générations l'envie de faire du vélo, il faut commencer par les enfants en général, hein, parce que si vous n'avez pas fait de vélo quand vous étiez enfant, vous allez avoir du mal adulte à vous y mettre. Vous allez vous casser la gueule, vous n'allez pas arriver à faire du vélo, tout simplement. Donc ça commence à... Alors moi j'ai fait 20 ans de BMX, j'ai commencé jeune. Alors pourquoi j'ai commencé à faire du vélo? Parce qu'un jour on m'avait offert un vélo, et puis un jour j'ai eu un accident, et puis j'ai vu que j'étais pas un très bon pilote, il fallait que j'apprenne à faire du vélo de manière plus aguerrie, et donc je me suis mis à faire du BMX. Voilà. Et alors, le concept est né... Alors on n'a pas fait exprès au départ de créer le concept que je considère comme éternel, mais bon... la probabilité est moins élevée qu'un objet d'art comme je vous ai montré là. Mais ça peut quand même être égal. Ça peut. C'est difficile de prévoir le futur, hein, des fois. En fait, les parents ont décidé de transformer une déchetterie. Alors, ça stockait des matériaux. Hein, il y avait des bouts de verre, il y avait des gravats, il y avait un peu de tout, il y avait même des poubelles. Enfin, et c'était pas beau, c'était à ciel ouvert, c'était à côté de l'école. À l'époque, il n'y avait pas d'école. Et du coup, mais l'école a dû arriver juste après, je pense. Ou avant, je sais plus.
En tout cas, à côté il y a une école, et à côté de cette école, il y a une déchetterie, aujourd'hui, c'est comme ça. Et cette déchetterie a été recouverte de gravats sur 5 mètres de haut à peu près. Et il y a une piste de BMX qui a été construite par-dessus cette déchetterie. Et quand on creuse avec la pelleteuse et qu'on faisait des travaux, on trouvait des fois des bottes en caoutchouc, des trucs bizarres. Et il me disait, le gars avec la pelleteuse, mais c'est bizarre, je trouve des bottes en caoutchouc quand je creuse. Ouais, bah, c'est parce qu'il y a eu une déchetterie à ciel ouvert. Et donc, cette piste de BMX, elle est juste à côté de l'école. Donc les enfants, les garçons en particulier, ils veulent faire du cross. Voilà. Il y en a un certain pourcentage qui sont un peu nerveux, qui ont besoin de se défouler. Et quand ils voient la piste de BMX, ils disent « Ouais, moi je veux en faire, etc. » Donc vous avez un système où vous avez la piste de BMX juste à côté des enfants, qui est un concept qui donne envie visuellement. C'est pas caché dans un coin. Ils sont obligés de le voir. Donc du coup, commercialement, c'est super puissant. Construire les pistes de BMX près des écoles, on peut pas faire mieux. Pour stimuler l'idée. Voilà. Et donc, parce qu'une piste de BMX, c'est beaucoup de travail bénévole, entretien de la piste, etc. Donc ça coûte un budget quand même à l'année. Il faut remplacer les revêtements calcaires tous les ans. Enfin, il faut refaire le revêtement. Donc il y a de la main-d'œuvre, souvent gratuite, bénévole. Et souvent il y a un engin qui vient. Donc il vient une semaine et puis voilà, pendant une semaine ils font le boulot et puis c'est bon. Et puis ça repart pour un an. Donc c'est un concept. Ça n'a aucune durée de vie, par définition. C'est extrêmement sujet à l'érosion. Et pourtant, cette piste de BMX, elle existe depuis 1981. Et là, on est en 2026. Alors que c'est un ouvrage sujet à énormément d'érosion, hein. Si vous ne refaites pas la piste minimum tous les 2 ou 3 ans, la piste elle commence à être dangereuse à l'utilisation. Parce qu'il y a des trous, voilà, la flotte va abîmer. Et pourtant, cette idée, ce qui demande beaucoup d'efforts personnels, eh ben, elle a perduré dans le temps. Déjà, c'est 81, ça fait 20, ça fait 40 ans, 45, 46, 46 ans déjà que ça dure. Et ça a même été plus loin, c'est que cette idée de faire du BMX sur ces petits vélos, elle s'est même répandue comme une toile d'araignée dans toute la France même. Voilà. Et là, vous avez un concept psychologique, qui est un type de sport, et qui plaît, qui est spectaculaire, qui fait de l'animation, et qui en plus est placé au meilleur endroit. Résultat, une grande partie de la population adhère à cette activité. Adhère soit en tant que spectateur, comme animation de l'année, ou 2-3 fois par an, il y a une animation, il y a des musiciens qui viennent, etc. Donc c'est une animation, c'est un sport, et c'est un principe de santé, etc. Et il est placé au bon endroit. Et il a toutes les chances de perdurer. Toutes les chances. Ce qui peut détruire ce système, c'est que les hommes deviennent faibles physiquement, par exemple. Si la malbouffe domine le monde, les gens deviennent physiquement plus faibles, et du coup, comme c'est une activité qui demande du physique, soit pour l'entretien, soit pour la pratique, c'est l'agroalimentaire poison qui est le seul ennemi de ce genre de concept psychologique. Voilà. Et j'ai bon espoir de voir l'agroalimentaire poison disparaître. J'ai bon espoir. Je vais vous donner un exemple, hein. Ça a été dénoncé, par exemple, Erta, qui va donner le cancer de l'estomac. C'est-à-dire si vous mangez beaucoup de charcuterie, vous allez consommer beaucoup de nitrite de sodium. Le nitrite de sodium, c'est un colorant qui rend le jambon rose. Bon, bah ça, si vous aimez bien manger les charcuteries, qui sont un concept aussi, qu'on aime bien, le problème, c'est qu'ils ont mis ce poison-là dedans, pour faire croire aux gens, c'est-à-dire ils ont menti aux gens en leur faisant croire qu'une viande rose c'est une viande saine, alors qu'au contraire une viande rose c'est une viande empoisonnée. Ce sel nitrité il peut être remplacé par du sel de Gérande. C'est ce qu'ils font dans l'Europe, dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire dans le nord de l'Europe, vous achetez des charcuteries en supermarché, jamais le jambon est rose, il est toujours marron. Parce que c'est sa vraie couleur, quand la viande est cuite, elle est marron, elle n'est pas rose. Et donc ce sel nitrité, c'est un poison. Et allez savoir pourquoi ils ont eu cette bonne idée de mettre du poison dedans. En tout cas,
le PDG de Herta, il est informé qu'il met du poison dans ses charcuteries et il refuse de l'enlever. Il donne des prétextes bidons commerciaux, mais les gens, s'ils ont faim, que le jambon soit marron ou rose, ils vont le manger, hein. Et ça va pas faire baisser les ventes, hein. C'est complètement idiot de penser que parce qu'il est plus rose, voilà, il suffit de se mettre en accord avec ses concurrents pour que tout le monde s'harmonise en même temps, pour pas qu'il y en ait un qui soit disrupté par rapport à l'autre, parce que tout le monde n'a pas été informé que c'était un poison. Donc il y en a qui vont avoir des idées bizarres dans la tête, ils vont croire que parce qu'il est plus rose, il est pas bon, il est périmé. Donc il y a 2 gros distributeurs, hein, de charcuterie en France, hein. Il suffit de les harmoniser. Alors, parce que si on attend les politiques pour qu'ils interdisent tout ce qui est nocif pour la santé, je crois que avec le problème de la pharma qui finance, c'est compliqué, quoi. On n'en sort pas, quoi. Il vaut mieux attaquer directement les individus qui sont coupables, c'est-à-dire le fabricant de sel nitrité, hein, qui sait qu'il fabrique du poison, celui qui les met dans la nourriture, voilà. Et c'est plus simple d'attaquer à la source que... Alors voilà, là par exemple, c'est un exemple de concept immatériel qui empoisonne les gens et puis qui peut créer une immense pauvreté. Et pour le présent et pour le futur. Parce que forcément, si les parents sont empoisonnés, les enfants qui vont naître, dans quel état ils vont être, hein. Voilà, donc là vous avez le concept inverse. Vous avez le concept de l'appauvrissement des générations. On altère la génétique par des poisons. Voilà, donc là je vous présente 2 concepts opposés. Donc le BMX, là ce concept de BMX qui a été créé, il a un gros air d'éternité. J'ai bon espoir de voir que dans 200-300 ans il sera toujours là. Et même pour vous dire que comment il a évolué au cours de ses 45 ans, en fait il a évolué mais en croissance. C'est-à-dire il y a eu une chute à un moment donné. Il y a eu une chute. Il y a eu une baisse de l'effectif, parce que justement, la piste n'était pas entretenue, et elle devenait démodée par rapport au niveau des pilotes, et progressivement, les pilotes, ils foutaient le camp dans les autres clubs voisins. Voilà. Alors moi, je suis intervenu, j'ai expliqué qu'en fait, la décroissance, elle était que due à ça, et je viens de discuter avec les élus, etc. Ils m'ont financé 100 000 francs, j'en ai trouvé, je sais plus, puis j'ai trouvé une autre partie, la partie manquante du budget, elle a été utilisée par les bénévoles en fait, par leur travail. Mais personne n'y croyait, personne ne pensait que c'était possible qu'une ville donne 100 000 francs à l'époque pour la piste, alors qu'il n'y avait plus que 6, parce que progressivement il y a de moins en moins d'abonnés et il n'y en avait plus que 6. Et je dis mais c'est dommage parce que je trouve que le site était génial. Donc moi j'ai fait en sorte de faire remonter les points forts du site qui partait à l'abandon, mais que par des primes des individus, juste parce que les gens ils y croyaient pas. Et donc après avoir fait ça, donc j'ai dit moi j'ai remis la piste à jour, c'est-à-dire beaucoup plus grand, beaucoup plus gros les bosses, etc. Et puis et les gens, tout d'un coup, ils sont passés de on n'y croit plus à on y croit fort. Et ça a relancé le truc, et puis aujourd'hui, le on y croit fort, il est resté. Il n'y a plus de déprime, il n'y a même plus d'amorce de déprime. Parce qu'on a été au bout de ce qui était des capacités physiques humaines, c'est-à-dire on sait que ça ne démodera plus parce qu'on a atteint des seuils de taille de bosse, de forme. On a été au bout du concept BMX, on est au maximum. On sait qu'on ne peut plus évoluer en termes de taille, de longueur de piste, etc. On s'est calé sur les capacités maximum humaines. Donc on sait le concept est bien. Voilà, après, c'est juste de l'entretien, des petites mises à jour, des petites modifs, des choses comme ça. Mais le plus gros du travail a été fait, et maintenant, quand c'est bien démarré, bien implanté, bien pensé, ça perdure. Voilà. Et ça pourra même être en croissance si on arrête d'empoisonner les gens avec de la nourriture qui contient des additifs et qui les rend faibles. Voilà. Ça pourra même que croître. Mais en travaillant sur un autre concept, c'est la destruction des concepts qui appauvrissent. Voilà, l'empoisonnement de la population. Et si en détruisant des concepts qui appauvrissent, on pourra voir les systèmes qui au contraire enrichissent croître. Parce qu'il y aura un plus nombre d'individus qui pourra y prétendre.
Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 10% de la population qui est physiquement apte à faire du BMX. Et au-delà, ça commence à être compliqué. Voilà. Bon, il y a ceux qui ont envie de faire autre chose, hein. Mais déjà dans l'aptitude physique, parce que c'est du sprint, ça demande énormément, donc ça pardonne aucune faiblesse, hein, ou si vous avez une petite faiblesse au dos ou aux articulations, ça va être décuplé par 10, etc. Donc ça demande d'être robuste et de ne pas être empoisonné, etc. Voilà. Donc ça, c'est les concepts que moi j'ai mis en œuvre et auxquels je crois beaucoup. Mais il faut comprendre toute la mathématique qu'il y a autour. C'est pas parce que vous faites un objet en inox qui va être durable, hein. Vous avez des exemples, c'est les bols inox que vous achetez en commerce. Ils sont extrêmement fragiles, ils tordent facilement. Il y en a plein qui sont jetés, quoi. Voilà. Alors que si une brouette, l'exemple même, c'est la brouette. Elle est faite dans une tôle fine qui rouille, même qu'elle est galvanisée, qui se dégrade très vite et qui est pas du tout durable. Alors c'est léger, hein. C'est léger, mais c'est léger. Pourquoi c'est léger? Parce que les hommes sont faibles physiquement. Rappelez-vous que Cro-Magnon, il battait en sprint les meilleurs coureurs du 100 mètres d'aujourd'hui. Ça a été vérifié. Donc pour le coup, lui, il avait une nourriture frugivore et puis chasse. Donc viande, fruits, voilà, en gros. Et ben, il tapait des sprints dans la boue et il courait plus vite qu'un mec qui court sur une piste optimisée avec un revêtement caoutchouc. Et ça a été mesuré parce qu'en fait, ils ont découvert des traces. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a couru dans un peu de l'argile un peu mou, où il pleuvait. Ça a laissé ses empreintes de pas dans l'argile. Et derrière, ça a fossilisé. Et ils ont découvert qu'ils avaient l'anthrax quand ils couraient. Ils voyaient la distance entre les pieds. Donc ils avaient la taille du pied et la distance. Et plus vous courez vite, plus l'enjambée est longue, hein. Faut bien savoir. Et donc par rapport à l'enjambée qu'il avait, la détente physique musculaire qu'il avait quand il courait, il courait pour attraper des proies, hein. C'était lui courir vite, c'était pour manger, hein. Donc en fait, il avait un physique supérieur à nous aujourd'hui pour attraper ses proies, et l'enjambée et l'enfoncement dans le sol et la pression même qu'il mettait dans le sol quand il courait, parce que plus vous allez vite, plus ça met de pression au sol forcément. Et ben ils ont découvert que le type il courait à 40 km/h, quoi. Alors que l'humain le plus rapide, je crois c'est 36. Donc il allait plus vite. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le gap physique humain, en fait, il n'a pas augmenté. Il a diminué. Alors qu'il était plus petit physiquement, hein, il avait moins de longueur de jambe. Et pourtant, et nous on le voit en BMX, on en a certains comme ça, pilotes, qui sont pas grands. Ce qui est un gros handicap en BMX, parce que la taille, parce que sur les cabrets enroulés ou sur des passages de bosse sur la roue arrière, la jambe fait suspension en fait. Et donc la détente de jambe c'est important, donc il faut avoir en général, l'idéal c'est de mesurer 1m80, 1m85. 1m85 va être beaucoup plus à l'aise que 1m80. Et en dessous on commence à être un peu gêné, quoi. Et ben on en a certains pilotes 1m65 et puis ils font partie du top, ils arrivent à faire partie du top 10 mondial des pilotes. Malgré leur handicap physique, ils surcompensent avec le muscle puissant. Et ben Cro-Magnon, c'était ça. Il n'était pas taillé pour courir vite parce qu'il n'avait pas beaucoup de taille. Il faisait 1m50, 1m60. Mais il n'avait pas beaucoup d'amplitude de jambes. Mais par contre, il avait des muscles puissants, rapides, explosifs. Et il surcompensait, quoi. Voilà. Donc réfléchissez à un concept. Alors qu'est-ce que ça peut être d'autre, un concept éternel? Vous avez des matériaux qui par définition sont très durables. Bon, je veux le lister, parce que moi j'ai déjà réfléchi au sujet. Vous avez par exemple dans le domaine de la pierre, vous avez la pierre non gélive qu'on appelle, qui supporte je crois 200 cycles de gel. Vous avez la pierre de Bourgogne par exemple. La pierre de Bourgogne c'est une pierre non gélive, donc elle dure 1000 ans sans problème. Vous avez la pierre dure de Bourgogne. Vous avez la pierre de Paris, pierre de taille de Paris, qui a les mêmes caractéristiques que la pierre de Bourgogne. Et de toute façon, ces fiches techniques sont consultables. Donc quand vous avez 72 de cycles de gel, vous êtes sur de la pierre mi-dure, qui n'a pas le maximum. À partir de 144 cycles de gel, on est au maximum de ce qui se fait en pierre dure. Et par exemple, si la pyramide de Khéops elle avait été faite en pierre dure de Bourgogne, aujourd'hui, vous verriez encore le parement de la pyramide en parfait état. Voilà.
Alors, ils ont utilisé un calcaire tendre qui, au contraire, est très sujet à la corrosion. Malgré qu'il ne pleut pas beaucoup, bah, ça c'est complètement délité. Mais ils n'ont pas utilisé la bonne pierre. Par contre, vous voyez que les pierres de granit, elles sont toujours là. Et la pierre de granit répond également aux mêmes caractéristiques de résistance à la durabilité. Donc tous les gens qui font des maisons en tuffeau, ils sont dans le concept de la pauvreté. Ils payent le prix fort. Ils auraient payé 20% plus cher. Parce que c'est ce qui coûte cher, c'est la mise en œuvre surtout. Le matériau va intervenir de manière beaucoup plus faible sur le coût de l'ouvrage. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de mettre 20% plus cher dans son bâtiment pour qu'il dure 1000 ans plutôt que 100 ans ou 150 ans? Parce que en fait, moi je dis qu'il dure que 100 ans en tuffeau parce qu'en fait au bout de 100 ans il faut recommencer les façades. Le bâtiment n'est pas en péril, mais il est esthétiquement tellement dégradé que bah, on refait. On refait tous les 100 ans. Donc la durée de vie, c'est la période pour laquelle on va faire un cycle de réentretien. Donc bah, quand vous êtes sur des pierres non gélives, pierres dures non gélives, et ben là vous êtes dans des concepts d'enrichissement. Voilà. Donc autre matériau, alors le verre, le problème c'est que ça se casse. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il est recyclable à l'infini. Alors vous avez aussi les systèmes à recyclage infini. Le végétal. Vous plantez un noyer, vous plantez un amandier, c'est un système d'enrichissement. Il va faire des petits et il est éternel. Voilà. Si vous mettez des hybrides ou des arbres greffés, ils sont pas éternels. Du tout. Même leur durée de vie est égale à la vôtre, quasiment. Alors qu'un amandier, c'est 300 ans, un chêne, ça peut être 1000 ans, ça dépend de la profondeur de sol. Mais il faut regarder comment est-ce qu'il se reproduit. C'est ça ce qu'il faut regarder dans le végétal. Est-ce qu'il est autonome et est-ce qu'il est capable de se reproduire tout seul? C'est ça qu'il faut vérifier. Les hybrides, tout ce qui est hybride et stérile, c'est de la pauvreté. Alors ça peut rendre des services, ou donner des fruits gros, avantageux, etc. Mais vous mangez du stérile. Donc là, vous commencez à rentrer dans un cycle de pauvreté. Mais vous n'en avez pas conscience. Voilà, vous mangez le fruit, vous êtes content. Mais ce serait mieux de manger le fruit qui soit pas stérile. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des conséquences en plus après. De manger des produits comme ça, des aliments stériles. Parce qu'on devient ce que l'on mange. Hein. Il y a une assimilation génétique à chaque fois D'ailleurs, c'est le problème du blé actuellement. Hein. Le blé est considéré comme toxique parce qu'il a été trop modifié génétiquement. Voilà, mais eux, ils voient le profit. Donc, en fait, dans le végétal, vous devez juste voir si c'est stérile ou pas stérile. Voilà. Et aussi l'endroit où vous le plantez. Alors là, j'ai l'exemple flagrant avec ma mère. Elle avait un super noyer, mais il n'était pas placé au bon endroit. Il était en plein milieu de la propriété. Et un noyer en plein milieu d'une propriété, en plein milieu d'un jardin, c'est pas éternel du tout. Parce qu'il y en a un qui va pas être content de le voir en plein milieu. Parce que le problème du noyer, c'est que on peut pas faire la sieste dessous. C'est des arbres un peu hostiles qui n'aiment pas la concurrence, donc ils sont un peu hostiles. Donc il faut plutôt les mettre dans un coin de propriété. Vous tirez une distance de... Bon, idéalement, c'est 10 mètres. Hein. Vous mettez à 10 mètres du grillage de limite de propriété. Et là, vous êtes tranquille. Il ne va pas faire des branches chez le voisin. Il ne va pas emmerder, etc. Et il va pas gêner. Parce que vous n'allez pas aller faire la sieste dans le coin du terrain. En général, vous êtes soit à l'opposé, soit au milieu. Donc, il ne va pas bouffer l'espace. Il sera dans un coin. Voilà. Un coin, ça ne bouffe pas l'espace. Voilà, donc moi j'en ai planté un, il est à 3 mètres, je me suis dit finalement 3 mètres, j'ai visé trop court. J'avais sous-estimé la capacité de ces arbres à prendre beaucoup de largeur. Faut pas descendre en dessous de 5 mètres par rapport au coin de la propriété. Mais là vous avez un arbre, vous prenez la noix, vous en mettez une dizaine dans le sol, et l'année suivante vous avez un noyer. Vous mettez dans un pot, vous l'arrosez pendant l'hiver au chaud, vous faites un petit plan et il est éternel. Et le concept est éternel. C'est pas pour demain que les gens vont arrêter de planter des noix pour faire des noyers. Donc là, vous avez un concept éternel. Il crée de la richesse. Il enrichira les générations suivantes. Et c'est-à-dire, c'est un vrai drame que les humains aient rasé les forêts de noyers en France pour le bois, plutôt que de les conserver pour la qualité nutritionnelle des noix. Voilà.
C'est un drame. Donc maintenant, les noyers, il n'y en a plus beaucoup, alors que c'est un arbre robuste qui n'est pas du tout sujet aux maladies. Et puis pour les problèmes des vers, etc., bah, on sait que quand on badigeonne le tronc avec, je sais plus, c'est une mixture à base de chaux, je sais plus quoi. Ça empêche les parasites de monter dans les noix. Parce qu'en fait, les parasites, ils sont dans le sol et puis ils remontent dans l'arbre et puis ils vont contaminer les noix. Quand le tronc est traité, en blanc, là, ça fait comme une peinture en blanc. Et bien, vous voyez, parfois vous devez le voir de temps en temps, mais pourquoi le tronc il est blanc? En fait, ça empêche les parasites de parasiter. Donc vous n'avez même pas besoin de faire des traitements chimiques pour avoir des noix non parasitées. Il suffit de badigeonner le tronc. Donc en fait, en plus c'est un traitement qui est écologique. Donc voilà, donc vous allez bien comprendre ces concepts d'éternité et de création de richesse éternelle. C'est super important. Parce que c'est le seul et unique moyen de sortir le monde de la pauvreté. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc chacun doit réfléchir dans sa vie. Il se dit, comment je vais faire dans ma vie, qu'il reste quelque chose après que je sois mort. Alors peut-être on se souviendra peut-être pas de vous, mais ce que vous avez fait, ça va durer et c'est ça qui sera beau. Voilà. Donc j'espère que vous allez trouver. Et puis si vous avez trouvé, mettez-le moi dans les commentaires, comme ça, ça me donnera des idées aussi à moi et aux autres. Voilà, allez, au revoir.